appareil, il ne sert pas que à s'acheter des Lamborghini et que à partir en vacances au soleil. Le but, c'est de savoir qui va aller le plus vite. Il y a un vrai business, un vrai enjeu dans le dark web. C'est un peu comme à la SNCF, on ne s'intéresse pas à tous les trains qui arrivent à l'heure tous les jours. C'est pour ça qu'il y a aussi de l'humain derrière, c'est difficile de tout prévoir. Le quantique n'est pas encore là. Le point, c'est de faire en sorte que les gens ne rentrent pas dans nos systèmes. C'est beaucoup plus dur de défendre que d'attaquer. Les fausses fuites de données, on a un risque réputationnel, mais c'est aussi pénible pour un SOC, un CERT, d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est quasiment plus simple d'envoyer un missile aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission des tables rondes des experts de Risk Intel Media, aujourd'hui en partenariat avec Alcyon. On va parler d'une thématique qui fait parler en ce moment, qui est celle du ransomware. La menace ne faiblit pas, mais elle change. Avec moi, 3 experts qui vont répondre justement à mes questions et j'espère répondre également aux vôtres. Mais avant tout, ils vont se présenter et je commence par Patrice Robert. Bonjour à tous, merci pour cette session. Donc Patrice Robert, dans la cybersécurité depuis de nombreuses années, et j'ai rejoint Alcyon il y a quelques mois maintenant, on vient d'ouvrir en France, et mon rôle c'est d'être architecte solution pour Alcyon. Fatima Djoubar. Bonjour à tous, Fatima Djoubar, je suis RSSI d'un groupe hôtelier et dans la cybersécurité depuis 15 ans. Et Arnaud Kopp. Bonjour à tous, je suis Arnaud Kopp, vice-président de l'association des auditeurs de l'IHEDN sur les sujets de souveraineté numérique et de cybersécurité. Eh bien, je suis ravie de vous avoir avec moi parce que justement, je vais commencer avec une actualité. Alors, une actualité qui date quand même depuis il y a quelques mois, mais dont l'impact est tellement important, je pense qu'on en parlera pendant longtemps, comme un cas d'école. Et je pense notamment à Jaguar Land Rover qui a été frappé justement d'une cyberattaque avec une composante ransomware et qui a causé, alors ça c'est quand même historique, le coût, ça a été 2,19 milliards d'euros à l'économie britannique. C'est pour ça que je vous disais, je pense que on va l'étudier pendant très longtemps comme un cas d'école. Je comprends justement quand on a regardé plus en profondeur ce qu'il en était de cette attaque, il semblerait qu'il y ait une coalition d'acteurs, puisqu'on avait Scattered Spider, Lapsus et Shiny Hunter, qui clairement ont mis leurs forces en commun pour pouvoir mettre en place ce ransomware. Est-ce que le ransomware c'est devenu un sport collectif aujourd'hui ? Je suis d'accord avec vous, le sport collectif, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, les équipes se sont constituées, les attaquants utilisent les mêmes mécanismes, créer un groupe opportuniste aussi, c'est une coalition finalement d'acteurs malveillants. Quand leur finalité c'est de déstabiliser jusqu'à une chaîne économique de valeur dans un État, pour arriver à leurs fins, à leurs objectifs, il y a besoin effectivement de beaucoup de personnel, beaucoup d'équipes. Il y a besoin de beaucoup de nouvelles technologies aussi, et tout le monde n'a pas toutes les compétences. Donc en fait, on est obligé de se coordonner en étant attaquant pour arriver à sa cible. En réalité, les défenseurs doivent faire exactement la même chose. Et est-ce qu'on fait d'ailleurs la même chose de notre côté ? Est-ce qu'on arrive à se coordonner pour faire face à cette menace ? Depuis plusieurs années, on a des coordinations, des coalitions internationales qui vont s'intéresser justement à ces différents groupes d'attaquants, parce que si on arrive à les nommer, c'est que quelque part on devrait arriver à les identifier, mais ensuite le temps de la justice, par exemple de les poursuivre, le temps de leur mettre la main dessus d'un point de vue policière ou gendarme, c'est beaucoup plus compliqué. Les personnes ne sont pas en France et proches de leurs victimes, donc il y a des difficultés, mais les travaux au niveau de la police, de la justice, des coopérations internationales, quand les pays acceptent de collaborer à ce niveau-là, arrivent en fait à des fins. On le voit sur d'autres attaques plus récemment où on arrive régulièrement à retrouver, à identifier et à traîner en justice les acteurs. Ça n'empêche pas que ça se passe peut-être 6 ans après l'incident. Ouais. L'incident, le ransomware, l'incident, lui, il a eu lieu et c'est pas en poursuivant les individus qui ont œuvré dans leur attaque que l'on arrivera à protéger. Il y a besoin de les arrêter, et puis surtout d'arrêter la prochaine génération. Les acteurs de ransomware qui œuvreront dans 10 ans, aujourd'hui, sont probablement encore à l'école, sont en train d'apprendre, sont en train d'utiliser de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle ou autre, et probablement déclencheront leurs opérations dans 10 ans. Donc en fait, on est toujours obligé de regarder comment ça évolue et de se préparer et d'anticiper. Et donc, si une coalition existe, c'est autour des besoins d'anticipation, de partager des informations et d'avoir
pour le cas d'un rançongiciel en entreprise, d'abord une solution technique qui va essayer d'arrêter ça, peut-être au dernier moment, ou de collecter des éléments qui vont empêcher l'opération finale de blocage de tout un système d'information. Oui, et en plus de ça, il y a aussi le fait de voir que les entreprises, elles sont de plus en plus sécurisées, mine de rien, donc il y a pas mal d'outils qui les sécurisent. Et le sport collectif, c'est aussi le fait d'avoir des forces communes qui vont se rassembler pour fabriquer des outils aux attaquants. Donc en général, on les appelle les RAS, et les ransomware as a service. Donc ces groupes qui vont faire ces outils vont les créer, vont les fabriquer et ensuite vont les vendre. Comment ils sont rémunérés derrière, c'est leur problème. Ça peut être sur une partie de la rançon, ça peut être sur la vente de leur logiciel. Mais effectivement, ils vont s'unir ensemble pour faire des bypass, pour contourner les systèmes de sécurité actuels, histoire de pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire faire de l'argent. Et tu parlais justement de monétiser toute cette partie-là de ransomware. On voit également ce genre de choses sur de la fraude. Il y a un vrai business, un vrai enjeu dans le dark web en disant en fait tant de choses valent tant d'argent, une volumétrie de telle entreprise ça vaut tant, de la volumétrie sur des gens qui viennent du monde du luxe ça vaut tant. Donc en fait il y a un vrai enjeu, il y a un vrai business parallèle. Et justement tu parlais de la partie un peu géopolitique stratégique. L'année dernière de mémoire il y a eu une trentaine de groupes qui ont été démantelés. Donc oui, il y a le temps de la justice, et tu le disais, c'est très long. L'année dernière, il y a une trentaine de groupes qui ont été démantelés, mais dans les semaines qui ont suivi, elles se sont recréées petit à petit. Donc en fait, il y a un enjeu un enjeu de faire peur, de dire qu'il y a quelque chose, il y a une justice quelque part pour dire on y va, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a l'enjeu économique de l'entreprise qui lui n'attend pas. Et en fait, nous on est dans un jeu tripartite où on a les attaquants, et on a, nous, comment on a une capacité à gérer ces éléments-là une fois que le mal est fait. Et ces gens-là, en fait, existeront, les petits groupuscules existent, et il y a certaines attaques, c'est des gamins de 18 à 25 ans qui les font. Et aujourd'hui, c'est une réalité, c'est tu en parlais un peu sur la partie IA, les attaques ne sont pas forcément automatisées aujourd'hui, on a des enjeux ça va peut-être venir, mais tout le point c'est on a facilité l'accès à des outils à des gens qui étaient avant experts. Maintenant on donne des outils à des no-one qui peuvent aujourd'hui faire ce genre d'attaque à grande ampleur. Oui, mais en fait c'est même le fonctionnement économique du marché du rançongiciel. Oui. Il a été rentable. En plus, comme les paiements sont en crypto-monnaie, on arrive à tracer et à voir les volumétries et la rentabilité même d'un ransomware as a service. Cet argent-là, il ne sert pas que à s'acheter des Lamborghini et que à partir en vacances au soleil. Il sert aussi à financer en fait la transformation numérique de ces acteurs-là, de ces opérateurs de ransomware as a service, qui eux-mêmes vont monter en fait des data centers, vont utiliser des serveurs virtuels, vont louer en fait des ressources, mais surtout ne vont jamais respecter le RGPD, parce que c'est un petit peu le cœur de métier, ne vont pas respecter les autres réglementations européennes comme l'IA Act. Justement, leur objectif, c'est d'utiliser les nouvelles technologies, d'utiliser l'argent de leur rentabilité pour préparer la prochaine campagne. Et quelque part, ça veut dire que en alimentant le marché du ransomware, on prépare en fait les campagnes de nouvelle génération, de celles de dans 10 ans peut-être, avec un autre ciblage, avec probablement une attaque encore plus rapide entre l'intrusion et la cible sur objectif. Et donc aujourd'hui, travailler aussi sur la partie monétisation, identifier ces flux-là, c'est une des parties que la justice poursuit dès qu'on est sur du crime organisé, que les volumes sont importants. On sait que si le volume est important, forcément ça va financer en fait des IA, des développements, même des recrutements aussi. Je crois que sur Facebook, non, sur Le Bon Coin, on pouvait trouver des annonces d'emploi quasiment à 1 million d'euros pour venir aider une entreprise à développer des logiciels de test ou d'intrusion ou d'autres choses. Parce que finalement, les jeunes qui aujourd'hui peut-être cherchent encore leur voie, les jeunes ingénieurs, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils ne partiraient pas travailler pour un groupe de ransomware as a service, masqué par une autre identité, en pensant travailler pour une entreprise de cybersécurité, et en fait, réellement, on travaille pour des entreprises... Et qui plus est, qui peut être commandité par un État. Alors,
parce qu'on a aussi cette composante-là où on va dire on va les poursuivre, mais quelquefois on ne va pas se poursuivre soi-même non plus, puisqu'il y a tous ces États qui vont commanditer des attaquants pour essayer de déstabiliser certains secteurs. Alors sur la porosité ou le rapprochement entre acteurs cybercriminels, groupes de crimes organisés, et de l'autre côté acteurs étatiques, parfois il y a des passerelles. Certains pays font appel à des mercenaires cyber, et si on parle de ransomware as a service, si on ne sait pas qui est son donneur d'ordre, finalement on rend service à n'importe qui. C'est très facile de rendre service à un État qui a une finalité de déstabilisation d'une économie, d'un secteur d'activité, qui éventuellement ciblerait toute l'économie d'un pays en trouvant peut-être une corrélation dans la supply chain entre des entreprises, leurs fournisseurs, leurs clients. Et derrière, c'est la porosité de ce qu'on appelle les proxys. Un État ne va pas nécessairement attaquer frontalement une entreprise. Il y a trop de risques de pouvoir facilement faire une attribution, une imputation, de remonter un peu aux acteurs. C'est plus simple de passer par un intermédiaire, et éventuellement l'intermédiaire fusible, pour lequel on n'assumera absolument pas, et puis en fait il aura quand même réalisé l'action finale. Alors justement pour rebondir, parce que là on rentre dans un autre sujet, celui de la conflictualité, est-ce que les ransomware aujourd'hui c'est devenu un outil de guerre ? C'est un outil de guerre économique, absolument, puisque finalement, la contrepartie du ransomware, c'est bien d'obtenir une rançon, donc c'est financier, c'est une guerre économique. Ça, c'est très certainement, et on est sur du crime organisé qui voit un intérêt économique à cela. Un intérêt informationnel aussi, une guerre informationnelle, ce qu'on va appeler les guerres hybrides, les attaques hybrides, un petit peu de ransomware qui fuit des données, ça permet de faire de la médiatisation sur l'attaque, sur la faiblesse supposée de la cible, alors qu'en fait, toute cible, à un moment donné, peut être victime, malheureusement, d'une attaque. Il n'y a pas 100% de sécurité, sauf à tout éteindre ou tout déconnecter. Par contre, sur une guerre militaire, une guerre cinétique, c'est plutôt quelque chose où le ransomware ça serait bizarre qu'une armée demande une rançon sur un data center ou sur des services. C'est quasiment plus simple d'envoyer un missile aujourd'hui. On l'a vu en ce moment dans les pays du Golfe. Par contre, on l'avait déjà vu en Ukraine aussi, les data centers qui avaient été ciblés par des missiles. Bon, il y a moins de choses à reconstruire derrière. Et typiquement en Ukraine, au-delà du ransomware, c'est plutôt le wiper, c'est-à-dire c'est un ransomware pour lequel il n'y a aucun moyen de déchiffrer. On pense recevoir un ransomware, on pense recevoir une demande de rançon, on pense être en communication avec un escroc ou un acteur du crime organisé. En réalité, il n'y a rien à reconstruire derrière. Éventuellement, l'opérateur va juste récupérer de l'argent et ne fournira jamais rien et disparaîtra immédiatement. Et à ce moment-là, c'est plus du ransomware destructif. Et ça, éventuellement, ça peut contribuer ou participer à une guerre plus sur un volet militaire. Donc, c'est surtout que, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Arnaud, et c'est surtout que le ransomware va permettre aussi de masquer quelquefois certaines attaques, et c'est une arme vraiment à très faible coût. Oui. Ils vont aller se fournir quelque part, ils vont lancer ça coûte quasiment rien. Effectivement, les wipers, ou alors du chiffrement normal, mais les clés de chiffrement, on les oublie. Et quand les gens disent on va vous demander une rançon, en fait, ils s'en fichent complètement de la rançon. Mais ils ont été attaqués, ils ont été déstabilisés via un nation state ou autre. C'est ça, et l'effet a été atteint. Alors, juste pour rentrer un peu plus en détail, qu'est-ce que vous entendez par wiper ? C'est-à-dire qu'on aurait un ransomware, on le paye, mais en fait, ils ont tout supprimé. Et puis là, voilà. Tu disais quelque chose aussi, c'est qu'on a un ransomware, mais en fait, ça cache quelque chose d'autre qui se passe derrière. Est-ce qu'on peut un peu expliciter les deux exemples là pour... Oui, tout à fait. Sur le volet du ransomware, quand une victime de ransomware reçoit le message de demande de rançon, il y a... Alors, c'est assez bizarre parce que ça veut dire que l'entreprise, elle est victime d'une intrusion, probablement d'une fuite de données, et à un moment donné de l'exécution d'un logiciel malveillant dans son réseau par un acteur malveillant. Et pourtant, elle va se mettre à discuter ou à négocier avec l'acteur malveillant dans l'espoir ultra faible de récupérer peut-être la clé de chiffrement, peut-être de l'assistance à retour arrière,
c'est quand même bizarre de vouloir négocier avec un escroc. C'est Ouais. C'est pour ça qu'on dit ne payez jamais d'ailleurs. Parce que bon, la confiance. Oui, et puis il y a l'extorsion avec le fait de dire que le ransomware, c'est pas forcément que du chiffrement. Ouais. Le ransomware, c'est demander une rançon quelque part, et la rançon, elle peut être demandée ne serait-ce que par l'exfiltration de données. Donc, effectivement, le point final, le point visible, c'est le chiffrement, parce qu'il y a une impossibilité de travailler, il y a quelque chose qui se voit, mais il y a des choses qui sont faites avant. Et c'est là où la négociation et ce travail qui est un travail plus d'humain à humain, on est en train de discuter avec un escroc, faut pas vouloir le faire soi-même. Si on doit aller dans ces étapes-là, on doit faire appel aux spécialistes de la coordination contre le cybercrime, donc de faire déjà porter plainte, obtenir l'assistance des services de police, de gendarmerie, qui d'abord, eux, travaillent sur ces groupes-là, donc connaissent à peu près les techniques, les pratiques de ces opérateurs-là, peuvent peut-être dès le départ dire, de toute façon, il ne se passera jamais rien, de toute façon, vous avez tout perdu et les acteurs ne donneront jamais aucune information. Donc en fait, déjà rien que de comprendre la situation de la crise, eh bien c'est quelque chose qu'il faut faire en groupe et de façon coordonnée. Et puis de toute façon, sur tout ce qui est NIS 2, protection, RGPD, déclaration aux autorités, ça contribue en fait globalement. Et justement, si on parle de NIS 2, aujourd'hui, la France n'a pas encore statué, on est encore en attente de mémoire. La question, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de réglementations, l'application est compliquée, mais je voulais juste revenir sur un mot que tu as dit, c'est la partie déstabilisation. Et tu as tout de suite parlé de la partie entreprise, mais il y a les deux enjeux. Sur la partie Ukraine, j'entends, en fait, il y a toute la partie géopolitique, étatique, et il y a la partie vraiment économique. Sur la partie guerre économique, il y a un vrai enjeu, mais sur la partie vraiment géopolitique, il y a un enjeu aussi d'infiltration et peut-être d'être un peu dormant pendant des mois, des années, et potentiellement attaquer via du ransomware ou, comme tu l'as dit, tout wiper. Mais pour moi, il y a deux enjeux. Il y a la partie vraiment économique dans les groupes privés, et il y a la partie étatique et comment on gère. On l'a vu sur des blocages, c'était potentiellement étatique, mais le blocage de deux hôpitaux, c'est une intimidation et c'est de la déstabilisation. Et on n'a pas les mêmes enjeux, ni économiques, ni géopolitiques, en fonction d'où on parle. Alors, les hôpitaux, c'était en plus pendant la période Covid, Oui. c'était et ça continue d'ailleurs. Oui. Il y a régulièrement 2022, 2023. des hôpitaux. Alors, faut toujours reprendre le chiffre global. C'est en France, il y a quand même beaucoup d'hôpitaux partout en France. Tous ne sont pas victimes. Oui. Donc après, évidemment, on se focalise sur les victimes, mais c'est un peu comme à la SNCF, on s'intéresse pas à tous les trains qui arrivent à l'heure tous les jours. Bon. Donc après, évidemment, il y a d'autres problèmes. Sur les hôpitaux, effectivement, le plan de crise cyber a largement évolué suite à ces premières campagnes de rançon logiciel, parce que l'accident rançon logiciel, on n'en ressort pas au bout de quelques jours. Un directeur général des services dans un hôpital qui dit on remet les backups et ça repart la semaine prochaine, ça n'existe pas. C'est le mythe de la protection par les backups. La réalité, c'est que la dette technologique au moment de l'incident était tellement élevée que de toute façon, revenir dans l'état à quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois avant l'incident, ça ne va que peut-être exciter l'attaquant, qui là, à la place de passer sur du ransomware, va passer sur du wiper. Il va dire, quitte à tout détruire, autant faire... Oui, et puis ça dépend de combien de temps on revient en arrière, parce que ça se trouve, on va revenir 2 jours en arrière, mais ils étaient déjà là. Voilà, c'est ce que tu l'as bien dit, et quelquefois ils sont là pendant des mois, pendant des années. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut. On ne sait pas du tout. Et ensuite, la perte de production est énorme en fonction de ce que l'on va remonter. Donc il faut aussi avoir ce... Et sur un hôpital, la perte de chance de survie, la perte humaine potentielle, donc activer des plans blancs, réorienter des personnes dans d'autres hôpitaux, oui, c'est un impact très fort. Encore une fois, sur les attaques ransomware vers les hôpitaux français, après, il faut toujours séparer. C'est un opérateur de ransomware qui cible les hôpitaux commerciaux américains, c'est pas pareil que cibler les hôpitaux publics français. Oui. Et c'est là où des acteurs qui pourtant avaient... Encore une fois, est-ce qu'on peut faire confiance à un escroc qui dit « Non, j'attaquerai pas les hôpitaux » Non, non. Et puis 6 mois après, finalement il a attaqué un hôpital. Après réflexion. Après réflexion. Il y a un problème de faire confiance à un attaquant. On ne peut pas faire confiance à un attaquant. Patrick, je voulais revenir parce que du coup on a parlé du wiper, mais je suis intéressée par la partie on fait un ransomware. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait un ransomware pour faire une autre attaque. Donc en fait, les équipes sont mobilisées sur le fait de résoudre la problématique de ransomware, alors qu'il se passe quelque chose d'autre en arrière, c'est ça? Donc,
il va y avoir des équipes qui vont fabriquer des ransomware à la demande, en quelque sorte. Fabriquer des ransomware à la demande, c'est de dire les attaquants vont faire tout leur due diligence. Qui je vais attaquer, qui ils sont, quels sont leurs systèmes de protection. On a des systèmes de protection, tout le monde a des systèmes de protection. Dans les clients que nous avons, nous, chez Alcyon, 100% de nos clients ont un EDR, par exemple. Et c'est normal, c'est une très bonne solution. Mais ces groupes d'attaquants vont travailler avec les gens qui vont fabriquer les ransomware pour dire, vous avez tel type de protection, eh bien moi je vais vous fabriquer un package en quelque sorte, et ce package va vous permettre de l'utiliser une fois que vous avez l'initial access, de pouvoir le tourner et de bypasser les contrôles de sécurité qu'il y a en place. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre aussi ensemble, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être plus à même de répondre à une problématique, qui est par exemple le bypass d'un EDR, et d'autres personnes qui vont être plutôt dans le fait d'avoir la logistique de fournir des clés, générer des clés, chiffrer des données, et d'autres personnes qui vont être dans l'exfiltration de données, la mise à disposition dans le dark web, tout ça c'est de la logistique, donc il faut avoir toutes ces connaissances. Alors justement, je voyais, je partage un chiffre notamment avec le public, je voyais que 25 à 40% des attaques ransomware récentes intègrent ce qu'on appelle du BYOVD, donc Bring Your Own Vulnerable Driver. Est-ce qu'on peut déjà m'expliquer de quoi il s'agit et c'est quoi le niveau de dangerosité justement de cette méthode ? Un peu plus de technique, désolé. Donc oui, le BYOVD, désolé pour l'anglicisme, c'est le fait de pouvoir intégrer des drivers tout à fait, entre guillemets, légitimes, mais qui sont tout compte fait vulnérables. Donc ces drivers vont être téléchargés sur les postes, par les attaquants bien évidemment. C'est quelque chose qui ne va pas sonner au niveau, ou très peu sonner au niveau des systèmes de défense actuels, qui remontent dans les SOC, qui remontent dans toutes les équipes, mais qui vont permettre de bypasser, de contourner les systèmes de défense. Non pas forcément en les tuant avec quelque chose de visible, avec quelque chose qui va faire que ça va sonner de partout, mais quelque chose qui est très très discret et qui va faire, par exemple, qu'un EDR va dire « je fonctionne, je suis là, tout va bien ». Mais en fait, il va être, entre guillemets, virtualisé, containerisé dans un endroit où il ne voit que ce qu'on lui demande de voir. Et par contre, toutes les attaques vont le contourner et vont permettre d'avoir lieu. Si on fait le parallèle qu'a fait Arnaud tout à l'heure avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, on va avoir un premier dôme de défense. Ce premier dôme de défense, il a été percé de façon insidieuse, donc quasiment invisible. Eh bien, Alcyon, on va arriver en deuxième dôme de défense où on va monitorer le premier dôme de défense déjà pour voir si effectivement il est percé ou pas, même si aucune alerte n'a été relevée. Et on va agir à ce niveau-là. Si on parle un peu plus technique au niveau de Windows, ce sont des mini-filters avec des altitudes différentes. Et un des enjeux dans les entreprises, c'est justement quand un choix EDR est fait, on a ce qu'on appelle soit des red teams qui regardent la possibilité d'attaquer ou pas l'EDR, le désactiver, et certainement pareil pour cette solution-là. Et globalement, l'enjeu aussi, c'est de tester régulièrement avec des purple teams en mettant nos blue teams et nos red teams conjointement et tester très régulièrement. On l'a vu, on sait que ça marche, on a de très bons experts qui ont la capacité de désactiver ce genre de solution, mais derrière c'est un peu un cercle vertueux de on sait comment faire, maintenant on applique les solutions, on fait appel aussi à nos EDR pour leur dire bon, attention, ça marche, ça marche pas, et en fait c'est un point où les solutions sont là, mais les tester régulièrement font partie du process, et c'est un enjeu et pour les entreprises et pour les providers de solutions, parce que eux seuls ne peuvent pas faire, les entreprises sont sur le terrain, et tout l'enjeu c'est d'avoir ces tests-là. Voilà. Ouais, les tests, c'est très important. Il faudrait essayer le plus possible de faire des tests en continu. C'est compliqué, c'est très compliqué de faire ce genre de choses. Nous, en termes de chiffres, chez Alcyon, 28% de nos clients ont l'un des plus gros EDR du marché. On n'est pas là pour citer des noms. Et dans ces 28%, il y en a aussi 5% qui ont une double couche d'EDR. Et c'est vrai que, et là, entièrement d'accord avec toi, Fatima, le fait est de dire que les solutions sont très actives. Nous, on travaille énormément avec les vendeurs d'EDR pour leur dire, voilà, on a réussi à faire ce bypass, etc. Enfin, pas nous, mais des attaquants, et on l'a vu parce qu'on a une threat intel qui est très, très active. Mais le but, c'est de savoir qui va aller le plus vite. Oui, bien sûr. Et c'est cette question de rapidité. Donc, tester, c'est très important. Il faut le faire de façon régulière. Mais c'est vrai que les attaquants vont toujours essayer d'avoir
ce petit point d'avance. On le sait très bien, c'est beaucoup plus dur de défendre que d'attaquer. Oui. Et c'est même la difficulté pour des red teams, les blue teams, c'est de trouver quelle est la bonne source d'information pour la CTI. Parce qu'aujourd'hui, assez facilement, ils peuvent être submergés par toutes les informations. Là, on a parlé de 3 groupes d'attaquants ransomware plutôt cybercriminels. Les groupes d'attaquants, globalement, il y en a plutôt des milliers. Savoir quel groupe s'intéresse à qui. Ça, c'est en fait d'essayer de comprendre quelle est la motivation, le ciblage des groupes d'attaquants. C'est de remonter sur la threat intel, c'est d'échanger aussi dans des conférences. Le plus important, ça reste l'humain dans ces équipes-là. Ils ont besoin de collaborer. Encore une fois, la coordination, c'est aussi de s'assurer que toutes ces équipes puissent rencontrer des équipes ailleurs sur la planète, ailleurs dans d'autres secteurs. Donc, il y a plein de cercles qui existent. Il y a l'Intercert France, par exemple, aussi, qui essaye de faire beaucoup de choses pour la coordination et le partage de l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'important, c'est de trouver la bonne information pour la bonne prochaine cible. Et là, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de cibles, et la difficulté, c'est de trouver qui va parler à qui le plus efficacement. Et ça, justement, ça avait bien marché pendant les Jeux Olympiques, et on l'a un peu abandonné. Je pense qu'il y a quelques entités, quelques RSSI qui ont continué, mais le consortium français qui marchait bien, où on avait vraiment littéralement tous les jours un point avec le SOC des JO qui était affilié au SOC gouvernemental, c'est quelque chose qui serait intéressant à remettre en place parce que il y avait une certaine émulsion et tout le monde partageait et c'était intéressant. Voilà. La cyberdéfense, c'est un sport d'équipe. Bien sûr. Il faut trouver les bonnes équipes, la bonne maturité. Faut constamment participer, s'entraîner, même si à la fin on va pas faire les JO tous les jours. Et communiquer, énormément communiquer pour savoir ce qui s'est passé. Il faut communiquer, il faut assumer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de partage. C'est très important d'assumer. Le partage de retour d'expérience. Au début des attaques rançongicielles sur les hôpitaux, ça a été difficile d'expliquer à l'hôpital que ça serait quand même bien qu'ils l'expliquent, qu'ils racontent. Mais en réalité, il n'y a que eux qui peuvent raconter la gestion de crise. On l'avait vu il y a très longtemps sur TV5 Europe, TV5 Monde, qui avait eu une cyberattaque, et il y a eu des vidéos de retour d'expérience. Et puis il y a beaucoup d'entités qui se sont dit oui, mais ça c'était étatique, ça m'atteindra pas. Voilà, c'était des vidéos peut-être à revoir pour les JO en disant peut-être ça m'atteindra. Mais surtout, il faut laisser de la matière, il faut laisser de l'information, il faut laisser beaucoup de choses à diffuser pour les prochaines générations de RSSI, pour les prochaines générations. C'est-à-dire, ne subissez pas une deuxième fois ce que vos prédécesseurs ont déjà subi. Et donc, il y a des questions d'évolution de technologie, parce que ce que je disais en introduction, c'était les attaquants, eux, évoluent tout le temps. Tant que c'est rentable, tant que ça rapporte, ils vont adopter toutes les nouvelles technologies. Et très très vite. Et tu parlais de la partie CTI, de savoir qu'est-ce que ces gens-là cherchent à atteindre. Il n'y a pas que des escrocs, il y a des activistes, il y a des gens qui sont là commandés par des États. Et dans la partie vraiment économique, on a dans la partie entreprise privée, un des gros enjeux aujourd'hui, de mémoire j'avais vu une statistique de 55%, 55% des attaques aujourd'hui sur les groupes privés viennent de leur supply chain. Et aujourd'hui, on a beau sécuriser un maximum, on sait que potentiellement la menace vient d'ailleurs et sur cette partie activisme, on a vraiment vu des entreprises sur de l'énergie, sur une position étatique de tel pays ou tel pays s'engouffrer et beaucoup d'entreprises ont été des dommages collatéraux de ces entités-là. Alors justement, à quoi ressemble aujourd'hui l'écosystème de la cybercriminalité du ransomware à la lumière et au vu en fait de toutes les opérations de démantèlement? Je sais qu'on en a parlé un petit peu au départ, mais je veux bien votre avis. Comment c'est perçu par eux? Comment l'écosystème du ransomware évolue? Est-ce que ça change? Est-ce que ça stagne? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, au niveau technique, l'écosystème du ransomware évolue énormément parce que maintenant, comme on le disait tout à l'heure, on a des packages qui sont vraiment très bien fabriqués par des groupes qui ne sont pas forcément les attaquants, mais justement les fabricants, les fameux RAS, les ransomware as a service. Donc ça évolue très très vite en fonction des nouvelles technologies et c'est des choses qui sont très 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 facilement applicables.
Par contre, il faut un initial access, et c'est là que l'humain rentre en jeu pour savoir comment on va faire ces initial access dans les entreprises pour pouvoir tourner ces packages. Et sur cette partie technologique, une fois que le démantèlement est fait, les entreprises ont un vrai enjeu de résilience, mais ces attaquants ont une résilience bien meilleure que nous, où en 48 heures, 72 heures, ils ont la capacité de remonter leur système et de continuer. Et j'envie leur capacité, j'avoue, mais c'est un vrai enjeu dans nos entreprises de voir comment gérer cette partie-là. Et tu parlais de la partie identité, et aujourd'hui, il y a la partie ransomware et c'est une des finalités. L'un des enjeux, c'est la gestion de l'identité et comment gérer pour justement ne pas avoir cette capacité d'avoir des entités entrées dans nos entreprises. Oui, les acteurs du rançon logiciel, ça reste des humains, oui, bien davantage, des hommes, des femmes, très certainement, de plusieurs catégories d'âge, très certainement, dans plein de pays aussi, qui ont trouvé que leur business model était pour eux, en tout cas, plus rentable que d'aller travailler dans une entreprise. Mais parfois, la même personne peut travailler en entreprise et fuiter des éléments, et donc elle-même être l'agent compromis dans un réseau et participer par ailleurs en fait à des opérations. C'est difficile d'arriver à identifier, donc il y a un travail comme ça sur l'humain en entreprise, sur les humains en dehors, et ça faut le laisser faire à des services d'enquête, police, justice, gendarmerie. Il y a bien sûr l'Agence nationale, l'ANSSI, qui travaille plus globalement sur une compréhension de la menace, des éléments qui sont en évolution, de savoir quel groupe commence à cibler plus des entités françaises, et d'essayer d'orienter plus efficacement la connaissance, la détection, le partage d'informations. Quand on doit aller plus loin, encore une fois, je pense que les attaquants ont réussi leur transformation numérique automatiquement. Ils sont flexibles, tant que c'est rentable, ils continuent. Tant qu'ils reçoivent des commandes aussi, ils continuent. Donc c'est même tant que ça rapporte de l'argent. Voilà. Tant que ça rapporte, parce qu'il y a des commanditaires qui trouvent un intérêt. Donc oui, il y a toujours cette économie. C'est un business model, le cybercrime, le crime organisé, de toute façon, qui est très bien travaillé par le parquet de Paris, qui s'intéresse à tous les dossiers qui peuvent même être des signaux faibles. C'est-à-dire, une petite escroquerie, c'est pas grand-chose. Si maintenant il y en a 10 000 en France en même temps le même jour, c'est 10 000 fois plus intéressant pour l'attaquant qui va espérer ne pas être poursuivi localement, mais qui de façon plus globale va agréger en fait un impact beaucoup plus important. Donc il y a des opérations, on parle de effectivement Chronos, qui a été une grosse opération de démantèlement du système Logbit. Après, effectivement, temporairement, ça baisse la pression de ce groupe d'attaquants. Mais ils se recomposent. Si on n'arrive pas à arrêter les individus, les faire changer de business model, donc soit en les mettant derrière les barreaux, soit en leur proposant autre chose, ou en les faisant travailler autrement, ils ont juste horreur du vide. Eux, leur objectif, c'est de toute façon trouver une rentabilité sur leurs connaissances, et ils se réorganisent et se réorientent autrement. Et nous, c'est ce qu'on voit chez Alcyon, vu qu'on a pris un angle un peu différent, c'est qu'on a pris l'angle de l'attaquant, donc on a aussi une CTI qui est basée sur l'angle de l'attaquant, et on voit tous ces groupes, comment ils évoluent dans le temps, et on adapte nos techniques de détection au jour le jour sur ces attaquants, en prenant tous les signaux faibles, en les agrégeant, pour arriver à détecter qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe sur les systèmes. Et on fait évoluer ça dans le temps, au jour le jour, et on l'accompagne avec de l'humain. Encore une fois, l'humain est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'IA ou la Gen AI sur Terre, on a aussi de l'humain qui va regarder ça en temps réel. Donc on a entre guillemets un espèce de SOC intégré, on l'appelle le ROC, le Ransomware Operation Center, chez Alcyon. Et le fait est que mondialement, effectivement, on est une société américaine, donc on n'est pas français. On va regarder toutes ces techniques qui sont utilisées, toutes ces TTPs, si on le remet au niveau du MITRE. On va regarder toutes les techniques qui sont utilisées en temps réel et comment les groupes évoluent. Et ça, c'est très important. Comment tous ces groupes évoluent, comment ils se reforment, comment ils sont démantelés, etc. Alors, moi, j'avais eu une discussion sur une table ronde où on parlait justement des cyberattaques et des ransomware. Il y avait quelque chose que l'un des experts m'avait dit qui m'a beaucoup surpris parce que je m'y attendais pas. Il a dit, il faut pas croire que les cybercriminels ou les hackers ont toujours juste une volonté soit activiste, soit pécuniaire. Parfois, ça peut être une commande d'un concurrent. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, dans vos carrières, justement, des cas où ça a été commandité par un concurrent dans l'unique but, finalement, de faire tomber l'entreprise? Est-ce que déjà, ça vous choque quand je vous dis ça? Parce que moi, ça m'avait surprise, personnellement. Je ne m'attendais pas à ce qu'un concurrent y aille jusque-là, en fait.
C'était mon premier point, la guerre économique. Ouais. C'est-à-dire que finalement, quand on est dans une confrontation économique entre des acteurs différents qui cherchent à trouver un avantage, l'avantage n'est pas forcément pécunier dans le cadre d'une guerre économique sur la récupération d'une rançon, mais ça peut être la déstabilisation ou l'interruption du métier d'un concurrent. C'est encore là où la victime, en portant plainte, en laissant continuer l'enquête, a le plus de chances d'éventuellement démasquer en fait l'opération de l'attaquant et de passer sur un autre volet de confrontation économique avec cet acteur-là. J'ai pas d'exemple comme ça précis sur ce genre de scénario. Mais c'est des choses qui arrivent effectivement. Oui, sans nommer qui que ce soit, des groupes pharmaceutiques qui sont attaqués. Donc les employés n'arrivent plus à rentrer dans les locaux, donc il y a des gros problèmes, il y a des files de camions devant les usines. Quels sont ces camions? Ceux qui viennent chercher les médicaments, mais aussi ceux des fournisseurs. Mais derrière, il y a les malades. Et les malades, il faut leur fournir des médicaments. Que font ces entreprises en général? Vont aller voir le concurrent en leur disant oui, il faut fournir les médicaments. Donc oui, ça peut arriver, sans donner de nom, etc. Mais oui, c'est quelque chose qui peut arriver, d'avoir un concurrent qui, effectivement, y voit son bénéfice. Pour empêcher un petit peu ce genre de situation entre des concurrents, c'est peut-être contre-intuitif, mais éventuellement, partager de la threat intel entre des concurrents, c'est de montrer qu'on se fait suffisamment confiance pour être concurrent économiquement, mais on est allié contre une cyberattaque. Et à ce moment-là, c'est un peu compliqué de dire, oui, commercialement on est concurrent, mais si on découvre ou par la threat intel, on voit que son concurrent fournit et de la threat intel et on a l'attaque qui correspond, c'est des signaux trop négatifs qui pourraient rompre complètement la confiance que l'on a au niveau des équipes d'opération. Donc dans la CTI, que des équipes de réponse à incidents, et c'était le cas dans les Jeux Olympiques, les entreprises concurrentes se faisaient confiance pour le partage le plus rapide possible d'informations sur les attaques. Après, de savoir qui a commandité, etc., c'est un peu un autre aspect. Mais si déjà on n'arrive pas à se faire confiance entre concurrents à ce niveau-là, c'est déjà un mauvais signe. Alors justement, toi Fatima, côté RSSI, CISO, est-ce que tu vois des RSSI échanger entre eux, quel que soit la réalité, c'est que les RSSI échangent énormément entre eux. Quel que soit le secteur, même s'il y a de la concurrence. Que ce soit les secteurs de concurrence, que ça soit aussi, honnêtement, chaque expérience que j'ai eue, j'ai partagé avec des RSSI du même secteur où j'ai travaillé, et également avec les tiers, les supply chain qui travaillent avec nous, et on a un noyau cyber. Et même si c'est des attaques qui ne sont pas forcément liées à notre cœur de métier, on reçoit des informations à droite à gauche, et on a de la chance en France aussi d'avoir un vrai réseau de partage. Et il y a beaucoup d'événements autour de la cybersécurité qui font qu'on arrive à se rencontrer et qu'on a là, on a une table ronde sur la cyber, mais la réalité, c'est que je pense parler à des RSSI toutes les semaines. Et on a un vrai partage. Oui. Et c'est bien, il faut le faire dans le cas où on est en préventif, mais aussi une fois que ça a détonné, pour partager ce qui s'est passé et que ça ne se propage pas aux autres personnes. Donc c'est obligatoire. Alors, question un peu plus technique, est-ce qu'il faut m'expliquer ce que c'est que la capture des clés de chiffrement? Cette technique, est-ce qu'elle fonctionne vraiment sur tous les types de ransomware? Alors ça, c'est quelque chose d'assez unique. Pour répondre à la deuxième partie de la question, ça ne va pas être tous les types de ransomware, mais on a des moyens de contournement, bien évidemment. La capture des clés, c'est lorsqu'il y a un chiffrement qui est fait. Évidemment, il est fait en local sur une ou plusieurs machines, devices dans l'entreprise. Et le but, c'est qu'il y a des clés qui sont générées, des clés qui sont utilisées pour chiffrer. Et ensuite, ces clés, bien évidemment, elles sont, entre guillemets, la propriété de l'attaquant qui va les vendre pour pouvoir déchiffrer. Une fois qu'elles sont utilisées sur le poste, le but, c'est de pouvoir, en mémoire, via des API, via des librairies, de pouvoir capturer ces clés. C'est ce que l'on va faire, on va capturer ces clés. On va capturer ces clés pour dire, dès qu'il y a un process non connu qui va générer des clés de chiffrement, on va capturer ces clés, on va les sauvegarder de façon sécurisée, qu'elles ne soient pas elles-mêmes chiffrées par le ransomware, tant qu'à faire. Donc on va les sauvegarder de façon sécurisée pour dire, si jamais il y a un incident, puisqu'il n'y a aucune solution qui peut sécuriser à 100%, alors nous on en a parlé tout à l'heure, c'est une machine éteinte qui pourrait être sécurisée, mais c'est dommage, on a besoin de travailler. Donc le but, c'est de capturer ces clés pour, si jamais un incident est remonté avec le client qui dit « Ah, mais là, je peux plus me connecter à mon poste, je suis chiffré, j'ai un joli masque en fond d'écran, un splash screen », eh bien, on va pouvoir réutiliser cette clé pour pouvoir déchiffrer.
Cela dit, c'est pas si simple. Il y a des algorithmes de chiffrement qui sont utilisés. Et ces algorithmes, il faut aussi travailler dessus. C'est pour ça qu'il faut être assez fort en cryptographie, en chiffrement, pour pouvoir connaître l'algorithme. Et quelquefois, l'algorithme, il est légèrement modifié. Et il y a un autre petit point là-dessus, je vais essayer de faire vite. Le petit point, c'est qu'il faut de la logistique quand on est un attaquant. La logistique, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, je vais utiliser telle clé de chiffrement pour tel client, peut-être pour telle partie, la supply chain, on en a parlé, ou pour l'IT, ou pour la partie HR, je vais avoir une clé de chiffrement, mais pour une autre partie, une autre clé de chiffrement. Une fois que la personne a payé, il faut fournir la clé de chiffrement. Quelquefois, les attaquants, ils savent plus quelle clé de chiffrement ils ont utilisée. Nous, on va pouvoir le savoir si on a capturé la clé, mais si on n'a pas capturé la clé, on peut aussi aller plus loin et déchiffrer sans avoir ces clés de chiffrement, parce que la majorité des attaquants, pas forcément l'ensemble, mais la majorité, ont une backdoor dans leurs algorithmes de chiffrement, justement pour pouvoir revenir en arrière. D'accord. Parce qu'effectivement, la logistique, ils ne le gèrent pas forcément bien, ils ne sont pas forcément habitués à tout ça. Et enfin, sur des systèmes tels que Linux, c'est un peu plus compliqué d'attraper les clés de chiffrement. Dans ce cas-là, on va attraper les seeds qui vont permettre de générer les clés de chiffrement. Et on a des gens qui vont travailler derrière tout de suite pour pouvoir déchiffrer et fournir un déchiffreur au client ou plusieurs déchiffreurs qui vont pouvoir permettre de déchiffrer les fichiers. Ce qui serait même intéressant ou drôle, c'est... Malheureusement, côté attaquant, c'est pas drôle. Il arrive qu'il y ait des campagnes de ransomware où l'attaquant, après avoir chiffré ou un petit peu avant, envoie à l'imprimante de l'entreprise les demandes de rançon. Qu'elles ne soient pas que sur un écran qui éventuellement sera éteint. Du coup, on se retrouve avec une feuille, des QR codes, des clés, des éléments permettant de discuter avec l'attaquant. Vous pourriez aussi lancer à l'impression rapido juste avant les clés de déchiffrement pour que éventuellement on ait toujours une trace papier si jamais les ordinateurs sont éteints. Ouais, c'est pas idiot. Le fait est qu'il y a énormément de clés de chiffrement qui sont générées tout le temps sur les postes, et le but d'Alcyon, c'est pas d'attraper toutes les clés de chiffrement, mais celles qui correspondent à des process non signés, pour pas avoir trop de clés de chiffrement non plus, sinon on va consommer beaucoup de papier. Et quand on regarde un petit peu l'écosystème de la cybersécurité, il y a beaucoup de menaces différentes. Le ransomware en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres typologies de menaces. Quand on regarde les éditeurs de logiciels, souvent ils aiment bien se diversifier. J'avais vu que vous, chez Alcyon, vous étiez spécialisé sur le ransomware. Pourquoi vous êtes spécialisé juste sur le ransomware? C'est une discussion qu'on a eue aussi avec Fatima, c'est déjà définir ce qu'est un ransomware. Le ransomware, c'est quelque chose qui va demander une rançon, c'est quelque chose qui va faire de l'argent, c'est quelque chose qui est visible. Donc le ransomware, ça peut être de plein d'acabits différents. Maintenant, nous, on a décidé de se spécialiser sur le ransomware parce que c'est une menace différente des autres. C'est une menace qui est très très pernicieuse, qui rentre vraiment très très fort à l'intérieur de l'écosystème, qui peut tout bloquer. Et donc les gens ont une volonté que ça fonctionne. Si on fait un DDoS, tel qu'on l'a vu en fin d'année dernière sur certains systèmes, bon, si ça marche pas vraiment bien, c'est pas très très grave. Là, le ransomware, ça permet que ça fonctionne vraiment très très bien. Donc on a des gens qui sont vraiment très très doués qui font ça. Et pour la petite histoire, au début d'Alcyon, avant qu'Alcyon existe, il faut savoir que aux États-Unis, tous les gens qui se sont fait ransomwareiser sont obligés de le déclarer au FBI. Et on a en fait les gens qui ont fondé Alcyon travaillaient sur seulement le déchiffrement. Donc après que la détonation ait eu lieu, pour pouvoir déchiffrer. Et là, ils se sont dit, on va se focaliser sur le ransomware parce que c'est ce qu'on sait faire de bien en déchiffrant. C'est assez unique, mais on va le faire aussi avant que ça ait détonné, histoire de protéger en avance de phase. J'espère que ça a un peu répondu à la question. Oui, encore une fois, la coordination et la collaboration mondiale sur tout ce qui est ransomware, ce qui existait plutôt précédemment, c'était, il existe encore, c'est le site No More Ransom, où en fait on essaye les services de police essayent de mettre à disposition des outils de déchiffrement qui ont plus ou moins de succès, qui ont plutôt moins de succès, parce qu'à partir du moment où les opérateurs de ransomware as a service ont découvert ce qui était mis à disposition des victimes, où ils ont aussi adapté et fait évoluer leur propre souche, leur propre logiciel. Donc vouloir essayer de casser du chiffrement de façon brutale, alors sauf à disposer d'un ordinateur avec des capacités quantiques, et ça c'est dans plusieurs années. D'ici là, on sera toujours très triste de ne pas avoir récupéré ces fichiers. Donc là, je crois qu'il faut plutôt essayer de travailler juste avant le chiffrement, d'être au bon endroit et de faire confiance à Alcyon. Qu'est-ce que t'en penses toi, Fatima?
qu'il faut traiter la chaîne dès le début, que la finalité, c'est potentiellement un ransomware, mais le point, c'est de faire en sorte que les gens ne rentrent pas dans nos systèmes. Donc c'est où mettre l'effort. Aujourd'hui, on voit énormément de data leak, de la perte de credentials de users. La chaîne est importante, la partie avoir la possibilité de cadrer un ransomware, c'est très important. Et un des points encore plus importants, c'est de couper les sources. Et ça, c'est un des enjeux majeurs, c'est on coupe les sources pour éviter potentiellement d'avoir un ransomware à un instant T. Mais les deux sont très importants dans nos écosystèmes. Et Voilà. ce, sans impacter la productivité, donc Oui, il y a bien bien sûr sûr. des faux positifs, bien évidemment. Oui. C'est pour ça qu'il y a aussi de l'humain derrière, parce que c'est difficile de tout prévoir. Le quantique n'est pas encore là, comme tu disais. Non. Ça arrive très vite. Hein. Alors, dernière question de l'émission. Aujourd'hui, quand on regarde les médias et qu'on allume la télé, on entend parler énormément des fuites de données, comme type de menace, comme type de cyberattaque qui a eu lieu. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, un COMEX finalement qui n'entend parler que des fuites de données, en 2025 j'ai l'impression d'avoir entendu que ça, est-ce qu'il est assez sensibilisé à d'autres typologies d'attaques, le ransomware par exemple? La fuite de données fait partie du ransomware. D'accord. C'est vraiment l'histoire de la double extorsion. Et ça, ils s'en rendent compte? Ils font le lien? Pas forcément. Okay. Pas forcément. Donc c'est de l'éducation. On a parlé d'éducation avant l'émission. C'est vraiment arriver à éduquer sur ces choses-là. Maintenant, il faut vérifier qu'il y ait vraiment eu une exfiltration de données. On en parlait aussi avec Arnaud. Quelquefois, c'est des exfiltrations de données qui ont eu lieu il y a 2 ans, 3 ans. Et ils vont les ressortir comme quoi il faut payer, alors que en fait c'est une vieille exfiltration de données, donc il faut faire attention à tout ce genre de choses. Mais l'exfiltration fait partie effectivement du ransomware. La partie visible du ransomware, c'est le chiffrement, mais c'est pas forcément la finalité en tant que telle. D'accord. On a vu, on voit effectivement tous les jours, il y a pas mal de sites français et autres qui expliquent qu'il y a eu des fuites de données, donc il faut les vérifier, et 2, les mettre en corrélation avec tout ce qu'a dit Fatima avant, c'est-à-dire tout ce qui est les accès initiaux, les sommes de signaux faibles que l'on va avoir, qui vont jusqu'à ce que cela détonne. Quand ça détonne, c'est la fuite de données et ensuite le chiffrement. Je pense là, on est en 2026, quand on regarde le rapport de l'ANSSI sur les menaces de l'année dernière, les incidents, je pense qu'on n'a jamais été aussi haut avec des fausses fuites de données. C'est assez impressionnant, mais ça veut dire que c'est aussi facile de produire un effet médiatique ou un effet de confiance sur la probabilité d'une fuite de données qui n'est pas forcément d'origine de la victime, mais éventuellement d'un sous-traitant, d'une plateforme d'intermédiation, d'une plateforme de stockage des données clients, stockage métier. Donc c'est très difficile aujourd'hui de trouver à quel endroit était la fuite, si en plus elle est réelle. Donc il y a une double difficulté, parce que maintenant c'est effectivement les SOC, les CERT, les CSIRT d'entreprise, on leur donne, voilà, ça c'est la fuite, par où c'est passé. Là le travail est assez monstrueux. Et derrière, en fait, les opérateurs espèrent que juste menacer ou médiatiquement lancer ces opérations-là va essayer de leur rapporter quelque chose. Il y a néanmoins un grand nombre de fuites qui sont réelles. Il faut avoir beaucoup de détection. Il faut avoir vraiment confiance dans la façon dont ces données métiers, son business case user data circule entre fournisseurs, clients, écosystèmes pour essayer de les protéger à la racine et alors surtout de les minimiser. Quand on parle d'une fuite, c'est une fuite de 1%, 10%, 100%. De quel type de données ? Ça fait complètement une différence. Et après, les types de données, le problème, c'est que c'est très facile de réagréger avec plusieurs autres fuites et de compléter des données. C'est arrivé que des entreprises victimes d'une fuite médiatisée de données disent que, en fait, ces données-là, elles n'ont jamais été chez elles, mais que l'identité de la personne, oui, y était. Donc, en fait, c'est un agrégat, c'est une fuite hybride, c'est un mélange, avec peut-être un peu de vrai, un peu de faux. Et en fait, on revient un peu à ce que fait de l'IA, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. Maintenant, quelle est la réalité de tout ça ? Et dans la question que tu as posée, et je continue sur ce que tu as dit, oui,
les grandes boîtes qui ont la capacité de faire des exercices de crise, justement, en général, un des scénarios qu'on regarde, un des premiers, c'est le ransomware couplé à du data leak pour justement comment gérer les deux en parallèle, avec potentiellement une demande supplémentaire de faire en plus, de publier en plus nos data, et en parallèle gérer la crise sur les sites. Et sur la partie dont tu viens de parler, oui, les fausses fuites de données, on a un risque réputationnel. Est-ce que ça dure dans le temps? Ça dépend du business, mais c'est aussi pénible pour un SOC, un CERT, une CTI d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin alors que c'est faux. Le mal est fait, la réputation, elle est atteinte. Ça dure potentiellement un jour, une semaine, un mois, ça dépend du business, mais c'est aussi de la perte de temps pour nos équipes. C'est même pire, ça peut être une préparation d'une vraie attaque derrière, qui va utiliser la fatigue du CERT, du CIR, qui aura peut-être subi 2-3 fois une fausse attaque, une fausse revendication, qui les aura épuisés en termes de recherche de l'aiguille qui n'existe pas au milieu de toutes les bottes de foin du village. Et puis, arrivera à un moment donné l'attaquant qui se dira, bon, maintenant qu'ils sont bien fatigués, on va attaquer. On va attaquer. C'était sur la préparation et la préparation des Jeux Olympiques, c'était effectivement à tout moment de ne pas être en saturation de fatigue et d'avoir des équipes qui puissent se relayer. Aujourd'hui, on ne va pas dans les entreprises commencer à dire on va doubler les équipes parce qu'on est en train de traiter une probable fausse fuite de données. Donc en fait, il y a, et ça c'est des arbitrages qui se font très souvent au niveau COMEX, c'est de dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on investit des ressources pour continuer à chasser la preuve de la réalité d'une fuite de données, ou est-ce qu'à un moment donné on s'arrête, on considère que le mal médiatique a été fait, qu'éventuellement il y a une réponse médiatique ou autre sur les investigations, et les investigations ont suffi. Et c'est là où en fait le COMEX doit surtout être formé à préparer ces menaces cyber, parce que sinon c'est la menace cyber qui va déformer le COMEX. Et après on va avoir des COMEX qui sautent sur leur chaise en disant mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi dans 5 minutes j'ai pas le résultat de mon investigation. S'ils ne savent pas comment ça va être traité, combien de temps ça va prendre et quelle fatigue ça va entraîner sur les équipes, là ils prennent un gros danger d'être en surcharge mentale au niveau de fonctionnement de vos équipes. Et là, ils mettent à risque l'entreprise même. Et il y a aussi l'histoire du paiement. C'est pour ça aussi qu'on a ces histoires où on dit il ne faut pas payer. Alors, on paye, vous avez la clé, effectivement, pour déchiffrer, mais après, les données, elles ont déjà fuité. De toute façon. Donc, elles vont pouvoir être réutilisées pour d'autres attaques, qu'elles soient fake ou pas. Ou alors, elles vont pouvoir être publiées avec une deuxième demande de rançon, pourquoi pas un jour ou l'autre. Est-ce qu'on va faire confiance aux attaquants? Et quand il faut payer en crypto. Est-ce que les boîtes ont la capacité de payer en crypto? Il y a plein de considérations à avoir. Oui. C'est là où elles peuvent être vraiment aidées par la justice. Oui. Parce que négocier avec un escroc, le GIGN, c'est le faire très facilement. C'est leur métier. C'est leur métier, à la base. Donc finalement, pas discuter avec quelqu'un via un téléphone ou un talkie-walkie, on s'est discuté avec un écran, ils savent le faire. Mais encore faut-il penser à les contacter assez tôt pour surtout jamais se retrouver en disant j'ai commencé à négocier, puis là ça commence à partir mauvaise direction, est-ce que vous pouvez venir me reprendre la conversation? Et là, non, fallait dès le départ faire appel aux spécialistes et aux professionnels. D'où la communication, encore une fois. Et de faire confiance. Okay. Mais encore une fois, dans l'Intercert France, on retrouve beaucoup d'entités comme ça. Les CERT, police, gendarmerie sont présents. Et ils savent identifier les bons acteurs pour aider en fait en gestion de crise. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public qui nous a suivis jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu. Aujourd'hui, on était en partenariat avec Alcyon. Si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver tous d'ailleurs sur LinkedIn. Vous avez également le site d'Alcyon qui est sur Internet. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter, de liker et de partager. Et je vous dis à une prochaine émission pour parler de cybersécurité.